Alors, on a orienté notre conversation sur 2025 et maintenant peut-être le tennis français. Hugo Humbert a été brillant en cette fin d'année, notamment à Bercy. Il a crevé l'écran. Euh, mais ce qui vous a impressionné et comment vous voyez la suite pour lui? Il m'a pas impressionné parce que, une nouvelle fois, je trouve que quand il joue bien, ce qu'il fait, c'est propre, c'est efficace, c'est bien construit. Il a franchi un cap, je trouve, dans tous les compartiments du jeu. Euh, on se souvient qu'il y a un an et demi, il avait des problèmes de santé, et puis il cherchait son tennis. C'est un joueur qui a un tennis assez agressif, il prend la balle tôt, il aime donner du rythme. Parfois, il se précipitait, il jouait trop vite, il attaquait pas forcément sur la bonne balle, il devait se mettre une pression qui était un petit peu trop forte. J'ai l'impression qu'il y a plus de sérénité chez lui aujourd'hui, et un petit peu comme un Sinner ou un Alcaraz, il est perfectible. Donc, quand on est 14e mondial, qu'on a ce âge-là et qu'on est perfectible, on peut se dire que les saisons à venir peuvent être encore plus ensoleillées. C'est un garçon assez transparent sur ses intentions. Et il a parlé du top 10, qui est la logique. Et il a surtout parlé de progresser physiquement. Il a insisté sur le fait qu'il sentait qu'il avait besoin d'être plus costaud, notamment pour les grands chelems. Est-ce que c'est votre ressenti aussi? Est-ce que c'est ce cap-là qu'il doit franchir pour être un potentiel peut-être demi-finaliste de grand chelem et peut-être viser plus même? Mais oui, il doit viser un titre en Grand Chelem. Alors, ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais je pense qu'il peut viser aujourd'hui un titre en Master 1000. Il peut, et s'il a un bon tableau, l'Open d'Australie, qu'il est en demi-finale contre Zverev, il peut battre Zverev en demi-finale. Et après, sur une finale, tout est faisable. On se souvient de la finale entre Novak et Joe Wilfried Tsonga, il y a des années en arrière. Et puis, c'est là où Novak a commencé à écrire sa légende. Et pourtant, il était prenable ce jour-là. Je veux dire, Joe était vraiment pas loin du tout. Donc, des fois, les carrières, les grosses carrières démarrent comme ça. Donc, je crois qu'il est aujourd'hui, pour l'avoir vu jouer souvent, il est perfectible sur pas mal de petits secteurs du jeu. Il y a pas un secteur où tactiquement, il peut jouer un petit peu mieux. Techniquement, il peut progresser. Physiquement, il doit encore s'étoffer un petit peu sur le haut du corps. Euh, Enfin, moi, je vois en plus, moi qui suis gaucher, quand je le regarde jouer, je me mets vraiment dans ses baskets quand je le vois. Et il y a des choses que j'aime beaucoup chez lui, et puis des fois des choses hop, qu'il laisse passer. Et des fois, des moments où il se précipite un petit peu trop. Et ça, je suis sûr qu'avec Jérémy Chardy, avec qui il fait un boulot remarquable, ils vont petit à petit combler, je dirais, ces petits. Aujourd'hui, ces petites lacunes qui le séparent du top 5. Parce qu'on dit top 10, mais pourquoi pas top 5? Euh, Aujourd'hui, bah, même Dani Medvedev, Zverev, ils sont quand même plus vieux que lui. À un moment donné, ils auront peut-être eux aussi des pépins physiques. Donc, il y a pas que Sinner et Alcaraz, il y a d'autres garçons derrière. Et je crois vraiment que Hugo, il peut aujourd'hui ambitionner, en tout cas j'espère que c'est le cas, d'être juste derrière ces gars-là, et pourquoi pas le top 5 un jour ou l'autre. On a aussi la sensation qu'il y a un équilibre dans sa façon de travailler avec Jérémy Chardy. La Fabrice Martin va l'aider aussi. Euh, Sa vie personnelle, il est en couple. On sait que les grands champions aussi ont eu ce côté-là d'avoir une vie personnelle, on va dire, disons, carrée, qui leur permet d'avoir un équilibre dans leur vie et d'être performants sur le court. Euh, Finalement, ça aussi, c'est un aspect important quand on parle du Gouimbert. Oui, absolument. On peut pas être un bon joueur sur le terrain et avoir une vie dissolue, être perturbé, non, la stabilité en dehors du terrain lui permet forcément d'être serein sur le tennis, sur le terrain. Et c'est ça aujourd'hui qui lui permet d'avancer progressivement. Et on le voit d'ailleurs, en dehors du cours, il fait de la musique, il chante, il y a plein d'autres choses qui l'intéressent, il a une vie affective qui est équilibrée avec sa compagne qui connaît le tennis, puisqu'elle joue elle aussi. Donc ils peuvent à un moment donné se soutenir l'un l'autre. Il a des parents qui sont proches de lui, qui lui mettent pas de pression. Il a l'air vraiment bien dans ses baskets, Hugo. Et je crois qu'aujourd'hui, le public le soutient partout où il va. Euh, voilà, le cadre dans lequel il évolue aujourd'hui est vraiment très très bon. Donc
voilà, enfin, moi j'ai hâte de le voir à nouveau là, sur les terrains très bientôt et de voir dès janvier, il y aura peut-être des évolutions techniques dans son jeu, des progrès. On va voir si, il y a des petites choses qui ont bougé. Alors, on parlait de gagner potentiellement un grand chelem. On exclut Roland Garros. Objectivement, son jeu se prête aux surfaces rapides. Mais vous voyez quel grand chelem des trois restants pour Hugo? Où vous dites que c'est peut-être celui-là où il a le plus de chances d'être brillant, Oh, probablement alors là, on tire des plans sur la comète, mais bien sûr. je dirais un Open d'Australie ou peut-être ouais, un US Open. D'abord parce que c'est souvent sur ces tournois qu'il y a eu des grosses surprises par le passé, hein. Il y a eu des fois des vainqueurs hop, qu'on n'attendait pas forcément. Silic à l'US Open, Marat Safin, même si après ils ont fait parler d'eux, mais l'Open d'Australie, il y a eu Johansson, il y a eu parfois des gars comme ça euh, qui se sont fait connaître pour la première fois dans ces grands tournois. La terre battue, c'est peut-être un petit peu tôt pour lui parce qu'il a effectivement un style de jeu très plat. Euh, il glisse pas encore très très bien sur terre, mais bon, ça pourra peut-être évoluer hein, avec le temps. Et puis sur gazon, je vois pas pourquoi, avec son service de gaucher, euh, il va progresser à la volée. Je trouve qu'il est encore perfectible dans ce secteur du jeu. Il peut bouger un petit peu mieux. Il joue bien des deux côtés, il joue plat, la balle va vite. Euh, Peut-être que le gazon aussi est une surface qui, à un moment donné, va lui sourire. Donc voilà, j'irais peut-être les deux tournois sur dur pour commencer, le gazon juste derrière, et puis oui, en quatrième position, Roland Garros, oui. Alors, pour les autres bleus aussi se sont montrés. On a vu Arthur Fils et Giovanni Mpecci. Giovanni Mpecci, plus belle progression de l'année 2024. Comment vous voyez aussi la suite pour ces garçons? On a l'impression que les étapes sont franchies sereinement. Alors, Giovanni Mpecci a vraiment éclaté cette année. Arthur, lui, il s'étoffe, il prend sa place sur le circuit. Comment vous voyez la suite pour ces deux garçons? J'imagine que on peut être optimiste, Alors oui, on peut être optimiste. De toute façon, quand des gens enfin, moi, me croisent et me disent, oh là, le tennis français, aujourd'hui, la relève, elle n'est pas là. Je dis, mais attendez, mais de quoi vous parlez? Il y a Hugo Humbert, il y a Arthur Fils, il y a Giovanni. On a quand même des joueurs qui sont déjà, très bien classés et qui sont encore euh, et perfectibles et en pleine progression. Ce que j'aime bien chez Arthur, la différence entre Arthur et Giovanni, c'est que Arthur, on sent que c'est quelque chose de bien en place, de structuré, un style de jeu où il est fort physiquement, il est bon à gauche, il est bon à droite, et c'est un espèce euh, de Lego dans lequel on empile les pièces, mais on sent qu'il y a une base qui est solide. Donc, je crois qu'Arthur, il peut demain gagner un Master 1000 sur terre et sur dur, là où peut-être Hugo sur terre est pas encore à ce niveau-là. Il a un jeu très complet lui aussi. Il bouge bien, il est ambitieux. Après, il y aura va y avoir des déclics dans sa saison. Des moments où il va se dire, oh bah tiens, ça y est, là, je suis très proche de ces garçons-là. Je crois qu'il n'a pas de complexe. Il le montre sur le terrain lorsqu'il joue contre des adversaires plus forts que lui, de sa génération même, et les tout meilleurs. Si demain il rentre sur le terrain face à Alcaraz à l'Open d'Australie sur un quart de finale, il va pas se dire, oh là là, ouais, c'est Alcaraz, ouais, ça va être difficile. Non, je suis convaincu qu'il va y aller en se disant, je peux le battre. Parce que je frappe presque aussi fort que lui, je me déplace très vite, je suis capable dans un bon jour de le faire douter, et il n'est pas non plus injouable Alcaraz. Il y a des moments où il est comme tout le monde, hein, il il est a des petits prenable. passages vides. Donc il est conscient, je dirais, de sa valeur. Euh, pour Giovanni, c'est très dur aujourd'hui de l'extérieur de se projeter parce j'ai l'impression qu'il invente, avec son coach, il invente une nouvelle manière de jouer, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Et quand on voit ses résultats, il est capable de passer d'une période où c'est, en termes de victoire, quasiment le néant, parce que je crois comment il a perdu 8 fois de suite au premier tour, et la semaine suivante, il gagne un tournoi très relevé avec des super joueurs, avec des cracks, quoi. Et là, waouh, c'est vraiment euh, c'est surprenant comme écart, je dirais, de jeu.
Euh, Là où Hugo et Arthur vont être sur une saison beaucoup plus linéaire en termes de résultats ou de constance, même s'il y a des hauts débats, Giovanni, pour l'instant, il est partout là où on ne l'attend pas, avec un style de jeu qui est déroutant, mais surtout pour ses adversaires. Donc les adversaires, quand ils sont en face de lui, ils se disent, mais je vais avoir laquelle version aujourd'hui de Giovanni? Un joueur qui va faire des, euh, euh, des garnisons d'ace, des deuxièmes balles à 200 km/h. Et puis tout d'un coup, il va me faire deux coups gagnants sur mon service et hop, hop, et je perds 7-5, 7-6. Et puis voilà, et j'ai beau être numéro 5 mondial, je sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. Donc il joue sur ce registre-là. Et une nouvelle fois, je veux dire, il y a toujours des gens qui critiquent. Je veux dire, dans le sport, il y a toujours des gens qui parfois innovent, inventent, proposent de nouvelles choses. Donc soit il va continuer de jouer comme ça avec des moments euphoriques qui seront de plus en plus fréquents, soit il va, je dirais, améliorer la base de son jeu pour ne plus perdre lorsqu'il sert moins bien, lorsqu'il y a du vent, lorsque c'est plus compliqué, pour pouvoir quand même passer face à des joueurs qui sont 50e mondial et qu'il devrait pouvoir battre là aussi à la régulière. Donc euh, aujourd'hui, c'est un petit peu plus, on va dire, difficile de se projeter, de décrypter ce que va faire Giovanni dans les semaines ou les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Manu, son entraîneur, il doit travailler très dur en ce moment pour améliorer, à mon avis, les deux aspects du jeu et qu'il va arriver à l'Open d'Australie, à mon avis, avec de nouvelles ambitions. Il est jeune, il a des qualités physiques hors normes, il est grand, il bouge très bien pour son gabarit, il a une technique qui est très propre. Donc là encore, c'est des choix tactiques et des options de jeu qu'il va devoir prendre à partir de début 2025. Et on sera les premiers témoins, finalement, quand il va jouer ces tournois. Tiens, bah, comment est-ce qu'il joue aujourd'hui? Est-ce qu'il continue de faire attaque à outrance, quitte à laisser ses jeux de retour et tout jouer sur un coup de dé, sur un tie-break? Ou est-ce qu'au contraire, il va être un peu plus posé par moment sur ses jeux de retour, faire jouer, tout en gardant, je dirais, ce qui fait sa force, à savoir son engagement. Et donc, on a parlé de la jeunesse, mais il y a aussi une belle histoire, c'est celle de Lucas Pouille. Il a eu des moments très compliqués. Il a dit, notamment à cause de l'alcool, la dépression. Donc, c'était très difficile de surmonter ça. Et il a su cravacher. Son corps l'embête encore, mais il arrive quand même à enchaîner des semaines. Et là, il est récompensé d'une wildcard pour l'Open d'Australie, donc la wildcard de réciprocité. C'est quand même une belle histoire, celle de Lucas, ce retour. Ouais, moi j'aime beaucoup Lucas. D'abord, c'est un garçon que je connais depuis longtemps, que je vois même en dehors du terrain. Et c'est vrai qu'il est passé par des moments difficiles après ses blessures. Il avait perdu même le goût du jeu. Il pensait même s'arrêter. Donc c'était triste de voir finalement un garçon euh, qui avait eu un tel niveau et qui tout d'un coup songeait même à passer à autre chose, à fermer finalement ce livre formidable qui est son aventure tennistique. Euh, il a fait preuve d'humilité, de courage. Il est allé gagner dans des plus petits tournois, dans des salles où il n'y avait pas grand monde. Et puis, ses victoires face à des joueurs classés à la centième place, lorsqu'il levait le poing comme ça, on a l'impression de le retrouver lorsqu'il était en demi en Grand Chelem ou qu'il gagnait la Coupe Davis, quoi. Et c'est important de, de retrouver finalement de la joie, du plaisir et de la fierté dans des choses simples, dans des choses qui sont euh, pour le grand public qui pourrait paraître anecdotique. J'ai gagné un challenger. Pour le fan qui regarde que Wimbledon et les Master 1000, oui, bon, c'est un tournoi de plage, quoi. Non, 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 non. Gagner un challenger, je veux dire, faut battre, je sais pas, cinq mecs euh, qui ont le couteau entre les dents, des types qui ont 22 ans, qui sont hyper motivés, qui s'entraînent comme les meilleurs pros. Et ce jour-là, ben, on n'est pas forcément dans son assiette. On a un jeune qui tente plein de choses et on doit cravacher. Et il est passé par là, Lucas. Et je trouve que il faut lui tirer un coup de chapeau pour avoir l'humilité de retomber comme ça, un petit peu en bas de l'échelle, et de regravir les échelons les uns après les autres. Et voilà, il est dans ce process aujourd'hui. Et ça, je crois ça y est, il est dans le bon wagon maintenant. Il a la bonne démarche, il a la bonne attitude, et j'espère que son corps le laissera tranquille parce qu'on sait qu'il a été pas mal
chahuté hein, depuis des années par son coude, par des pépins qui l'ont vraiment ralenti dans sa progression. Mais je crois qu'il a retrouvé du plaisir à jouer, il a retrouvé l'essentiel, je dirais, du jeu. Et j'espère qu'on va le voir en Australie, qui est une surface qui lui a souri par le passé, jouant son meilleur niveau. Et finalement, jusqu'où vous pensez qu'il est capable d'aller encore? Il a été C'est quand même top toujours 10. un coureur de 100 mètres qui a couru le 100 mètres en dessous des 10 secondes, même si à un moment donné il le court en 10-30, à partir du moment où il est bien physiquement et qu'il s'est bien préparé et qu'il est motivé, qu'il a envie, il l'a fait, il peut le refaire. Donc aujourd'hui, retrouver Lucas dans le top 20 mondial, pour moi, c'est pas du tout de l'ordre du miracle ou de l'impossible. Je peux vous dire que si demain il passe à l'Open d'Australie deux, trois tours et qu'il joue contre un Tsitsipas, un Zverev ou des joueurs comme ça, les gars vont pas se dire ouais, bon, c'est bon, Lucas Pouille, ça va, ça devrait passer tranquillement. Non, Lucas, il a de la dynamite dans le bras, il a une attitude de vainqueur, il sait qu'il peut le faire, et s'il est bien en forme à ce moment-là, il a peur de personne, Lucas.